C'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver très nombreux au compte de la grande édition d'information sur Évasion Guinée. Bonsoir à tous et bienvenue. Le cadre d'investissement pour le bloc 3 et 4 de Simandou a été signé aujourd'hui entre l'État guinéen et ses partenaires de Rio Tinto. Ce projet se trouve être le plus grand projet intégré jamais réalisé en Afrique. Il combine une mine de fer et des infrastructures. Hier, 25 mai 2014, l'Union africaine, actuelle Union africaine, a célébré sa 51e anniversaire. Cette institution a été créée pour le maintien de la paix et de la sécurité dans ses États membres. Mais après plus de 50 ans d'existence, quel a été l'impact de cette organisation? Élément de réponse dans cette édition. La Ligue préfectorale de Dalaba, en collaboration avec les ressortissants de la sous-préfecture de Mombeya, a organisé le week-end dernier un concours de lecture du Saint-Coran dénommé Tierno Mamadou Samba Mombeya, une compétition qui vise à redynamiser et promouvoir la lecture du Saint-Coran à travers le pays. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Signature ce lundi entre l'État guinéen et ses partenaires de Rio Tinto, Chinalco et la SFI du cadre d'investissement pour les blocs 3 et 4 de Simandou. Ce projet qui combine une mine de fer et des infrastructures serait le plus grand projet intégré jamais réalisé en Afrique. La cérémonie a été présidée par le chef d'État, professeur Alpha Condé, compte rendu Ibrahima Souliari Yansane. Un gisement de fer de classe mondiale avec plus de 2,25 milliards de tonnes de réserves, le bloc 3 et 4 du mont Simandou serait capable de produire un minerai d'une qualité exceptionnelle pendant plus de 40 ans. Avec un coût d'investissement de plus de 20 milliards de dollars, c'est le plus grand projet minier en Afrique. Projet intégré mine et 650 km de chemin de fer. Sa réalisation est prometteuse. En sa qualité d'actionnaire de la société, la Guinée sera en mesure de recevoir des dividendes et de contribuer à la stratégie commerciale de l'entreprise au sein du conseil d'administration de la société. Sans compter les retombées financières liées aux impôts, taxes et autres redevances qui pourraient assurer à l'État, dans les 10 prochaines années, des revenus d'environ 4 fois le budget annuel actuel de la Guinée. Le projet a par ailleurs le potentiel de permettre de doubler ou même tripler le PIB du pays avec un taux de croissance à 2 chiffres. Le projet pourrait contribuer à la création de plus de 10 000 emplois directs en phase de construction et des dizaines de milliers d'emplois indirects et induits. Au total, la mise en œuvre du projet dans le corridor sud touchera près du tiers du territoire national et concernera directement des centaines de milliers de Guinéens. Cette cérémonie de signature marque une étape importante dans la vie de ce projet. Elle établit les fondements juridiques et commerciaux entre l'État guinéen et ses partenaires de Rio Tinto, Chinalco et la Société financière internationale SFI. Certains pensent que ce projet remarquable aurait pu être réalisé plus rapidement. Mais il faut du temps pour réaliser une œuvre de cette magnitude, de bonne manière, pour créer quelque chose qui durera pendant des générations et qui fournira une base solide pour la croissance future de la nation. Rio Tinto est une société de classe mondiale de minerais de fer et Chinalco est son actionnaire principal et partenaire stratégique important. La SFI est la plus grande institution financière internationale qui soutient le secteur privé dans les pays et marchés émergents. Du coup, le développement successif et conjoint par Rio Tinto, la SFI et Chinalco dans le projet Simandou pourra réaliser une méga-fusion et une complémentarité mutuelle des avantages. En attendant la ratification par l'Assemblée nationale, le gouvernement guinéen attache du prix à ce projet. Il pourrait résoudre considérablement le problème d'emploi qui se pose avec acuité en Guinée. Et justement, le professeur Alpha Condé a exprimé le souhait de voir ce projet réalisé pour le bonheur des Guinéens car ils fondent beaucoup d'espoir sur ce projet. Le président de la République au micro d'Ibrahima Souliari Yansane.
La signature du cadre d'investissement est un acte majeur dans la réalisation de notre ambition de réaliser ce projet dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Si le chemin à parcourir reste toutefois long, nous comptons sur Rio Tinto ainsi que sur Sinalco et la SFI pour aider à réaliser cette ambition dans les meilleurs délais. Ce projet est autant une opportunité qu'un défi pour la Guinée par sa complexité, son ampleur sans précédent dans le pays. Le défi immense qu'il représente n'est pas seulement celui des partenaires de SINFER. Il est aussi celui du gouvernement qui doit se doter de toutes les capacités pour pouvoir faciliter sa mise en œuvre. J'invite à cet effet le gouvernement à mettre en place, sous la présidence du ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, une commission interministérielle composée des ministres directement concernés par le projet, afin d'identifier et de prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement efficace du projet par le gouvernement. Je suis convaincu que notre ambition est partagée par les partenaires de SINFER, et j'encourage à utiliser toutes les expertises et toutes les expériences pour la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais. Je lance aussi un appel à tous les partenaires techniques et financiers à continuer à appuyer ce projet, qui est plus un projet de développement industriel et d'infrastructure d'une importance majeure pour notre pays qu'un projet minier classique. Nos partenaires privés doivent continuer à intégrer cette dimension au-delà de la satisfaction légitime des attentes de leurs actionnaires. Cela est l'essence même de notre partenariat stratégique. Nous appelons les syndicats, la société civile, les petites et moyennes entreprises et les industries guinéennes de s'impliquer et de se mobiliser afin que ce projet soit le projet de nous tous. Je vous en parlais au début de cette édition, 25 mai 1963, 25 mai 2014, 51 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine. L'Afrique a célébré ce 51e anniversaire sur fond de crise dans plusieurs États du continent. Des crises que l'UA n'a pas pu encore résoudre. Cette institution créée pour maintenir la paix et la sécurité dans ses États membres a aujourd'hui échoué dans la plupart de ses missions. Benoît Marsila. Créé en mai 1963 par 32 chefs d'État à Addis Abeba en Éthiopie pour unifier les pays africains nouvellement indépendants afin de peser dans le rapport des forces mondiales entre États et libérer le reste des pays du joug colonial. L'Union africaine a aujourd'hui échoué à maintenir la paix et la sécurité, assurer la stabilité politique et instaurer la démocratie au sein des États membres. Le continent est secoué par des guerres tribales, ethniques, régionales qui détruisent les pays, accroissent la corruption et plongent les nations dans la pauvreté. La misère et la famine gagnent les peuples. Les présidents sont assassinés. Des coups d'État ça et là, des changements constitutionnels, des crises post-électorales ébranlent le continent. Le sacro-saint principe d'intangibilité des frontières léguées par la colonisation, cher au père fondateur de l'OIA, est aujourd'hui un vain mot. Depuis 3 ans maintenant, la paix a fui en Égypte, Libye, à l'est de la RDC Congo, au Soudan du Sud, en Centrafrique, au nord du Mali, pour ne citer que cela. L'Union africaine n'a pas pu s'imposer pour régler ces conflits à répétition. Elle s'est souvent limitée à des simples déclarations de condamnation ou de suspension des gouvernements anticonstitutionnels. Seuls à qui d'ailleurs qu'on peut lui reconnaître. Ce sont-ils les coups d'État qui font le plus mal à l'Afrique ou la malgouvernance, avec alors la descente aux enfers de Air Afrique et la suspension de la radio panafricaine Africa numéro 1 à cause de 36 millions de francs CFA, montre que l'Union africaine organisée sous le modèle de l'Union européenne manque de moteur du réacteur. Autre registre de l'actualité encore a été retrouvé samedi dernier sur les rails à Kagbili, dans la commune de Dubreka. Isaac Faya Leno, c'est son nom, travaillait à l'UNICEF. Sa famille Amdallah entend exhumer la dépouille ce lundi pour des fins d'enquête. Reportage Abdourahman Ba. Isaac Faya Leno était le 3e fils d'une famille à Amdallah.
Selon les explications, la victime est sortie de la maison le vendredi dernier pour se rendre à son lieu de travail. Un jour après, elle a été retrouvée morte et jetée sur les rails à Kagbeleng. Sans être identifiée, la victime a été enterrée sur l'ordre du conseil du quartier qui n'a trouvé aucune pièce d'identification sur le défunt. Ce lundi matin, l'ambiance était pathétique dans la famille mortière. Elle aurait été informée à travers un communiqué diffusé sur les médias d'État. J'ai écouté un communiqué à la radio qui disait qu'ils ont retrouvé un corps à Dubreka, à Kietaya, d'un monsieur qui a environ les 40 ans. J'ai commencé à pleurer. Les voisins m'ont dit de se taire. C'est ainsi que je me suis rendue là-bas avec mon oncle, Alexis et Michel. Arrivé là-bas, ils nous ont dit d'aller à Gessiaport, que le commandant de la gendarmerie, c'est lui qui a pris les photos, d'aller le voir, il va vous montrer pour vérifier si réellement c'est votre oncle. On s'est immédiatement rendu à Gessiaport. Il nous a montré les photos, c'est là-bas qu'on s'est rendu compte que c'est mon oncle, effectivement. Donc maintenant, comme il n'avait pas de pièces de vérification, le juge de Dubreka a donné l'ordre de l'inhumer. Amis, collaborateurs et parents étaient dans la grande famille du défunt pour présenter les condoléances. Tous reconnaissent à lui un homme dévoué pour le travail. Pour travailler dans les institutions de l'ONU, c'est pas n'importe qui, parce qu'il avait quand même le mérite. C'était un garçon très intelligent. Et il avait l'art quand même de rassembler, l'art de raisonner. De l'avis de son ami Maurice Tolno, avocat à la cour, cette mort serait préalablement orchestrée par des personnes inconnues. Pour un homme intelligent, on peut déjà comprendre que ça a été un crime organisé. Parce que celui qui a travaillé, selon les dires des gens, jusqu'à 16 heures à son poste, et que ce dernier se trouve, son corps se trouve à Dubreka. C'est comme si c'est un crime organisé. Et le tuer quelque part et le transporter. La famille a décidé de se rendre ce lundi à Kagbeleng en présence des médecins spécialistes pour l'exhumation du corps, ce pour faire l'autopsie et parallèlement ouvrir une enquête. Kombos, la plus grande décharge de Conakry habitée par des citoyens, ils se démerdent dans le ramassage des barres de fer et de plastique pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils disent être oubliés par les autorités. Les riverains craignent la période de grande pluie. Mfali Guilabogui y a fait un tour. Voici son reportage. Kombos, le plus grand dépotoir d'ordures de Conakry, est habité par des citoyens démunis, lesquels ont érigé des cabanes sur des montagnes d'ordures au cœur de la capitale guinéenne. Il y a des gens ici, ils ne vivent que d'ici. C'est eux qu'on appelle récupérateurs. Il y en a qui sont nés ici. Leurs papas ont travaillé ici. Ils sont mariés ici. Ils ont eu les enfants ici. C'est les enfants-là qui sont là, beaucoup d'entre eux. Ils passent la journée ici, ils récupèrent des fers, des plastiques, en tout cas tout autre matériel est récupérable et recyclable. Donc on avait fait un bureau pour les récupérateurs. Parce que je veux dire que dans tout le monde entier, il y a les récupérateurs dans toutes les décharges. Malgré la mise en place de ce bureau, les habitants de la décharge de Kombos tirent le diable par la queue. On a un bassin ici en bas. Toutes les eaux qui sont en bas, des eaux sont récupérées par le bassin. C'est ce qu'on appelle bassin de Lixivia. Ce bassin est plein de terre maintenant. Donc c'est ce qui a provoqué au mois d'août dernier une inondation dans le quartier. Il y a une famille qui a été inondée pendant plus d'un mois. On a tout fait, on n'a pas pu. On a demandé à ce qu'on déterre le tuyau qui est là-bas pour qu'on remplace et pour que l'eau puisse s'évacuer facilement. Bon, jusqu'ici, on n'a pas eu de solution à ça encore. La décharge de Kombos est devenue une menace pour la santé des riverains. Ces derniers disent être malades. Ils craignent pour les grandes pluies. Ils commencent à mettre maintenant les ordures comme des montagnes. Donc maintenant là, une fois ça va encombrer comme ça. Est-ce que nous avons peur? Nous avons peur. Un jour, ça va tomber sur nos maisons. Un. De deux, le bout, une fois ça va commencer à venir ici, le bout va rentrer dans les quartiers. On doit faire la transformation de ces ordures-là. Sinon, nous avons tant souffert ici. On ne pourra pas supporter. Moi, ma fenêtre est clos. C'est abandonné. Je ne l'ouvre même pas. À Kombos, la vie semble impossible. À 10 mètres, les ordures dégagent une odeur âcre. Une fumée toxique est visible sur le site.
Éducation dans cette édition. Samedi dernier, le complexe scolaire Léopold Sédar Senghor a organisé sa kermesse annuelle, kermesse au cours de laquelle une conférence débat a été animée par Benissouf Barry Oscar sur le thème lecture et bande dessinée, la danse, le théâtre, la lecture de poèmes et défilé de mode ont aussi marqué cette cérémonie, compte rendu à Lansana Traoré. Cette kermesse organisée le week-end dernier a connu plusieurs rubriques, dont entre autres des sketchs, la danse, des poèmes sur la paix, les défilés de mode et une conférence débat sur la lecture et la bande dessinée. Au cours de la conférence, Oscar a donné la définition du dessin et les techniques pour faire une bonne bande dessinée. Toute chose matérielle représentée par une image est un dessin. Les techniques, il va avoir une bonne histoire. À travers l'histoire maintenant, on prend son histoire, on en fait un scénario, on crée les dialogues. Et après, on va à une étape qu'on appelle le storyboard. On crée un storyboard, c'est-à-dire c'est un ensemble d'images qu'on fait au brouillon pour représenter le positionnement des personnages et de l'environnement. Après, on peut passer à la réalisation maintenant du dessin. Les moments marquants de cette kermesse ont été la déclamation de poèmes sur la paix et la pratique du dessin. La culture de la paix est un ensemble de valeurs, de comportements, de modes qui rejettent la violence et préviennent le conflit en attaquant à leur racine par le dialogue, la négociation entre les groupes et les États. Le coordinateur général de cette école, quant à lui, revient sur les motifs du choix du conférencier et l'ambition de son école. Oscar, je l'ai connu à travers le journal Lynx, tout jeune, mais après, un autre Oscar qui fait des bandes dessinées pour les enfants. C'est destiné principalement aux enfants. Donc, ceci dit, en l'invitant au sein de notre établissement, je pense que les enfants auront un profit à tirer au sein de cet établissement. Je voudrais vraiment inscrire l'ensemble des élèves de cet établissement dans l'esprit Senghor, c'est-à-dire la culture du mérite. Pour les élèves de cet établissement, la tenue de cette conférence au cours de cette kermesse a été plus que bénéfique. J'ai vu que le dessin c'est très très bon. C'est un talent qu'on est avec. Et il a dessiné une fille, une jeune fille devant nous ici. Et l'image qu'il a dessinée aussi, c'est conforme à la manière dont la fille est arrêtée. Cette kermesse a été une occasion pour le complexe scolaire Léopold Sédar Senghor d'inaugurer sa nouvelle bibliothèque. Cet établissement, à travers sa direction, entend faire de ses élèves de futurs Senghor pour servir la Guinée et pérenniser les idéaux de la défunte fondatrice, honorable Moussou Barry. Je vous l'annonçais dans les titres de dynamiser, promouvoir la lecture du Saint-Coran à travers le pays. C'est l'objectif recherché par la Ligue préfectorale de Dalaba en collaboration avec les ressortissants de la sous-préfecture de Mombéa. La Ligue a organisé le week-end dernier un concours de lecture du Saint-Coran dénommé Thierno Mamadou Samba Mombéa. Reportage Nénémou Baldé. Pendant 3 jours, 27 candidats venus des 10 sous-préfectures de Dalaba ont compéti au compte de cette présélection. Nous avons des centres de mémorisation du Saint-Coran au niveau de Dalaba que nous avons réunis pour organiser une présélection pour le concours national qui va s'organiser pendant le mois de Ramadan à Conakry. Bon, c'était 27 qui étaient prévus, mais c'est 25 qui ont participé. Il y a eu 4 Oroya quand même. Bon, ils seront les participants au concours national qui se tiendra à la grande mosquée de Faisal pendant le mois de Ramadan. Pour Elhadj Mamadou Lamarana Diallo, l'un des organisateurs de ce concours islamique, le choix porté sur le nom de Thierno Mamadou Samba n'est pas fortuit. Thierno Mamadou Samba a beaucoup lutté contre la délinquance à Mombéa ici. Maintenant, alhamdoulilah, presque, il n'y a pas de délinquance ici depuis sa disparition près de 100 ans, comme ça. Donc, il mérite qu'on lui donne le nom de cet concours. Nous lançons appel à tous nos parents qui se trouvent à l'extérieur de nous aider encore, de fournir effort encore, pour que vraiment on puisse avoir tout ce qui nécessite pour les encadrer. Tout en se réjouissant de cette initiative, la Ligue islamique préfectorale de Dalaba et celle de Conakry ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux autres jeunes du pays.
Je suis très très content d'avoir assisté encore cette année encore cette cérémonie religieuse. Les 4 là vont aller à Conakry pendant le mois de Ramadan. Ils vont participer au concours national. Je crois que leur avenir est bon. wonna mato futa jalon die na khina bia nun na khi khurugube et yuge nun die kire mara na khina Conakry parce que Conakry les enfants nés et résidant au Fouta n'ont pas le même comportement que ceux de Conakry. Pour le moment, le Fouta Djallon bat le record en matière de l'islam. Les fils de Conakry doivent apprendre le Coran eux aussi. En plus de ce concours de lecture du Saint-Coran, un atelier de formation a été organisé à l'endroit des imams des 10 sous-préfectures de Dalaba. La cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux aux lauréats du concours du Saint-Coran. À présent, retour à Conakry, le club des humanistes plutôt de Guinée voit le secours de Big Dre, artiste musicien malade depuis plusieurs mois. Ce club vient de collecter un fonds de 2 500 000 francs guinéens pour venir en aide à l'artiste auteur du tube Tog Life. Big Dre appelle le président de la République à lui venir en aide. Aïssa Takaba. Participer au développement de la Guinée à travers des actions humanitaires, c'est l'objectif du Club des jeunes humanistes de Guinée, CJHG en abrégé. Pour ce faire, il vient de mobiliser 2 500 000 francs guinéens pour soutenir l'artiste Big Dre alité depuis plusieurs années. Ce club s'est donné l'objectif de venir l'assister, de lui venir au secours, car sachant que c'est un artiste qui a beaucoup fait la fierté de la jeunesse guinéenne, qui a beaucoup émerveillé cette jeunesse dans les temps précédents. Et donc aujourd'hui, actuellement, il est couché malade. Cette jeunesse qu'il a tant émerveillé dans les années précédentes, il ne peut pas lui voir comme ça, souffrant, couché à l'hôpital, sans lui venir en aide. Après avoir subi une intervention chirurgicale à Kamsar, la maladie dont souffre l'artiste nécessite une évacuation à l'extérieur. Remercions très sincèrement cet acte d'accompagnement que vous venez de faire à M. Big Dre, le grand artiste aujourd'hui, il est malade. On ne fait que vous encourager d'autres associations pour venir en aide. Au dire de l'artiste Big Dre, depuis son hospitalisation, il est laissé pour compte. C'est ma famille qui me nourrit, je suis à l'hôpital, je suis souffrant. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est médiatisé, je n'ai rien vu. Ils sont en clan, c'est pas avec le mouvement Wombaratagan, plus un ami qui s'est dit, c'est un cousin à moi qui s'appelle Campbell. Ils ont informatisé ça, ils ont mis ça sur net. Bon, je vois qu'ils sont en train d'arnaquer Big Dre, parce que je ne vois rien de réalité. Et les docteurs à l'hôpital qui ont vraiment fait son travail, ils ont bien fait, parce qu'ils ont bien contrôlé Big Dre, ils ont vu que vraiment, il n'y a aucune anomalie, seulement que vraiment, il faut une intervention chirurgicale ou bien il faut une évacuation. Ceci, ils ont délivré mon papier d'évacuation il y a longtemps. Je suis souffrant et rien n'est concrétisé. Donc maintenant que je veux que ça, tous ceux qui veulent aider Big Dre, que ça se passe comme ça, ils viennent à l'hôpital, ils passent dans ma famille. J'ai besoin que la population guinéenne n'ont qu'à m'aider et surtout le Premier ministre, surtout le président, chef de la République, M. Alpha Condé, comme ils ont toujours contribué, comme ils l'ont toujours fait. Pour tout geste, joindre Big Dre au 666 46 02 65 ou le 620 58 40 15 ou encore le 664 75 93 61. Votre geste compte. Organisation hier dimanche d'un tournoi de football doté du trophée honorable Mohamed Lamine Kamisoko, fervent militant du RPG Arc-en-Ciel. Cette manifestation sportive a été mise à profit pour commémorer l'an 23 du retour du professeur Alpha Condé en Guinée le 17 mai 1991 après plusieurs années d'exil politique. Marie-Sheila Fofana. Mai 1991, mai 2014, 23 ans après le retour du professeur Alpha Condé en Guinée après plusieurs années d'exil politique, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de Dixine a organisé cette manifestation sportive et culturelle. L'initiative vise à réunir les militants du parti afin de se souvenir de cette date symbolique pour eux. Cette date historique marque le début de la lutte contre l'injustice, l'arbitraire, la malgouvernance
la mauvaise gestion, le détournement des deniers publics et l'instauration d'un véritable état de droit et la promotion d'une démocratie vraie. À travers ce gala, la jeunesse de Dissine veut rendre un hommage mérité à M. Mohamed Lamine Kamisoko, comme l'a dit le premier vice-président, honorable Saloum Cissé, je cite, Mohamed Lamine Kamisoko est un homme patient, honnête, intègre, patriote, fidèle, qui a renoncé à l'argent facile, à la corruption pour servir loyalement le RPG, Arc-en-Ciel et le président de la République. Fin de citation. Cette manifestation sportive est dotée du trophée honorable Mohamed Lamine Kamisoko, fervent militant du RPG Arc-en-Ciel. Le combat que nous menons est un combat très noble. L'homme que nous suivons, qui est aujourd'hui le chef de l'État, président de la République, est un homme patriote, un patriote convaincu, engagé pour conduire le peuple de Guinée doucement, lentement et sûrement vers le bonheur. La jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de Dixine a invité toute la population à soutenir le professeur Alpha Condé aux élections de 2015. Dans l'actualité sur le continent de Malawi, dans l'impasse, la présidente et candidate à l'élection présidentielle Joyce Bandares a annulé ce vendredi les élections présidentielles et les législatives en évoquant de graves irrégularités, une indécision rejetée par la Haute Cour du Malawi. Reportage. En tant que présidente, j'ai utilisé les pouvoirs que me confère la Constitution pour déclarer les élections nulles et non avenues. Telle est l'annonce de la présidente malawite Joyce Banda samedi à la radio, dénonçant des fraudes massives au scrutin présidentiel et législatif du 20 mai. Cette ordonnance intervenait quelques heures après l'annonce par la commission électorale que la présidente sortante aurait été devancée par son principal rival, Peter Mutharika, selon des résultats partiels. L'annonce de la présidente a suscité des débats. Nombreux sont les spécialistes qui contestent la légalité de sa décision. Le pouvoir constitutionnel d'administrer les élections revient à la commission électorale du Malawi. En ce qui me concerne, je pense que la commission électorale a toujours le droit de continuer son travail. L'annulation des élections a été rejetée par la Haute Cour du Malawi le même jour, jugeant cette décision contraire à la loi constitutionnelle. Non, la présidente n'a pas respecté la loi. En fait, l'article qu'elle cite ne lui donne aucun pouvoir. Tout ce qu'il dit est que le président doit faire preuve de leadership. Et vous ne pouvez pas utiliser cet article pour annuler des élections. Cette situation plonge le Malawi dans une crise politique. La présidente promet un nouveau vote sans sa candidature dans un délai de 90. Hors du continent à présent, suite de l'enquête sur l'attaque du musée juif de Bruxelles, l'acte est qualifié d'acte terroriste. Désormais par la justice belge, la police a par ailleurs mis en ligne sur Internet 3 extraits de vidéos issus des caméras de vidéosurveillance suivées. En plein après-midi, cet homme s'apprête à commettre un carnage. Quelques secondes plus tard, le voici filmé à l'intérieur du musée juif de Bruxelles. Avec une arme à feu, il vient de tuer 2 personnes. Ce couple de touristes israéliens. Le tireur avance ensuite de quelques mètres, puis il sort de son sac une Kalachnikov et ouvre le feu sur 2 autres personnes. Une Française de 67 ans qui travaille comme bénévole au musée est abattue. Un réceptionniste de 24 ans est lui gravement blessé. Le tireur range ensuite son arme et repart calmement, moins de 2 minutes après son arrivée. Ces images de vidéosurveillance ont été diffusées par la police belge, qui a lancé un appel à témoins. Car le tueur n'a toujours pas été retrouvé. Hier soir, ils étaient nombreux à se rassembler sur les lieux du drame. Face à ce drame qui vient de se produire, il faut absolument réagir et ne pas laisser passer ce qui pourrait encore se produire. Pour la communauté juive, il s'agit bien d'un acte antisémite, dont certaines victimes ont désormais un visage, notamment Myriam et Emmanuel Riva. Ils venaient de Tel Aviv, avaient une 50aine d'années et 2 filles de 15 et 16 ans. Le jeune réceptionniste touché par les tirs serait lui toujours entre la vie et la mort. L'enquête vient d'être confiée au parquet fédéral belge, compétent en matière de terrorisme.
Voilà comment prend fin cette édition d'information. Merci de l'attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Surtout, garde un œil sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez à travers le monde.